Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais l'émission qui décrypte également avec vous les enjeux et les actualités du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart for Change, sur les réseaux sociaux de Bismart for Change. Et bien sûr, vous pouvez nous écouter en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous explorerons une fois encore les ponts entre crypto, actifs et finances traditionnelles. Nous évoquerons notamment le rôle des banques lorsqu'il s'agit d'investir en crypto-monnaie lorsque l'on est particulier ou lorsque l'on conseille des particuliers. Nous en parlerons dans un instant avec Paul Bureau, directeur de l'offre actifs numériques chez Banque de Lubac et compagnie. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la stratégie à mettre en place vis-à-vis de son PER d'ici la fin d'année 2024. Nous en parlerons avec Guillaume Berthiaud, président de Sofidy Gestion Privée, mais aussi avec Christophe Olivier, directeur général de MyPension XPER. Et puis enfin, nous finirons cette émission avec un focus sur l'assurance vie luxembourgeoise avec Maxime Lartigou, directeur associé chez Novalia Patrimoine. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Nous allons explorer donc une fois encore les ponts qui existent entre les crypto-monnaies et la finance traditionnelle et plus particulièrement le rôle des banques lorsque l'on veut investir en crypto-monnaie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Bureau. Bonjour Paul Bureau. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur de l'offre actifs numériques au sein de la Banque de Lubac et compagnie. On le rappelle rapidement, la Banque de Lubac et compagnie est la seule banque en France à avoir l'enregistrement PSAN, à être enregistré PSAN au sein de l'AMF. Dans la lignée un peu de sa stratégie, ça a toujours été une banque pionnière et elle s'est positionnée très rapidement sous l'impulsion de ses associés gérants sur ce secteur, étant en général la banque de ceux qui ont du mal à trouver une banque. Ils se sont tournés vers les cryptocurrencies et le web 3.0 pour continuer à servir les intérêts de leurs clients. C'est une stratégie qui est commune aujourd'hui dans le monde bancaire, d'aller vers les crypto-monnaies quand on voit que la réglementation commence à s'asseoir, à se stabiliser un petit peu, ou ça reste une stratégie un petit peu différenciante aujourd'hui ? Pour être très honnête, c'est une stratégie différenciante, même si on voit encore, on commence à voir certains institutionnels qui vont se positionner, le cadre réglementaire aidant. On a quand même beaucoup de témoignages qui nous proviennent de nos partenaires CGP, mais aussi de nos clients en direct, d'avoir eu des problèmes avec leur banque suite à des interactions sur des achats ou ventes de cryptoactifs. Personnellement, j'en ai fait les frais il y a quelques années, mais encore aujourd'hui, les gens se tournent vers nous pour avoir une solution satisfaisante sur l'achat, la vente et la détention de cryptoactifs. On a encore des acteurs bancaires qui ont du mal à accepter qu'on aille investir une partie de son argent du coup sur des plateformes en crypto, si je comprends bien. Complètement. Et il faut revenir un petit peu dans le passé, mais en général, ces plateformes de crypto étaient souvent des sociétés qui étaient déposées en Estonie, à Malte, à Chypre, etc. Ce qui faisait que les virements étaient directement tagués comme étant des virements à analyser par Tracfin et la loi contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et assez souvent, les banques ne se posaient pas la question et préféraient clore le compte. Ça a évolué depuis, mais on reste encore en territoire un petit peu complexe vis-à-vis des grandes banques traditionnelles. C'est un peu différent, si je comprends bien, chez de Lubac et compagnie, et vous communiquez beaucoup dessus. Une question qu'on peut se poser, quand il existe autant de plateformes pour investir directement, quel intérêt d'avoir une banque ou de se poser la question de savoir si la banque va ou non accepter qu'on investisse sur des plateformes en crypto-monnaie? Et c'est une bonne question. Alors, je pense qu'on peut tous dire maintenant que les cryptoactifs ont un peu leur lettre de noblesse. Je pense qu'il y a 5-6 ans, c'était encore une industrie un petit peu naissante. Là, je pense qu'on arrive à l'adolescence. Il y a encore beaucoup de zones un petit peu complexes. On a vu tous les problèmes qu'il y a pu y avoir ces dernières années, les crashs, FTX, etc. Mais pour une banque, quand on voit une stratégie patrimoniale globale, on voit aussi qu'il faut maintenant inclure dans les portefeuilles de ses clients ces nouveaux types d'actifs. D'accord. On voit aussi que depuis l'année dernière, on a 12% des Français qui détiennent des cryptoactifs contre 9,4% l'année dernière. Et ça, c'est un chiffre que quand on est un acteur bancaire, on doit le garder en tête et se dire il faut qu'on évolue sur nos offres. En tout cas, c'est la stratégie de Lubac et compagnie. Tout à fait. Et on n'a pas le choix parce qu'on a même 23% des Français qui déclarent être prêts à changer de banque si cette banque propose des services de cryptoactifs. D'accord. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais ces gens-là pourraient les acheter sur des exchanges, sur ce genre de choses-là. Et ils peuvent dissocier effectivement la relation qu'ils ont avec une banque et des investissements qu'ils font ensuite sur des plateformes en ligne, oui. Tout à fait, avec les problèmes que ça peut poser derrière, ce qu'on a vu vis-à-vis de leur banque, mais aussi et surtout, en fait, ils s'attendent à avoir la banque comme interlocuteur, ou intermédiaire via un CGP, bien entendu, mais avoir une institution française de confiance, centenaire,
qui va détenir leurs cryptoactifs D'accord. plutôt que de laisser ça eux-mêmes en autodétention ou sur des exchanges qui peuvent être à la merci de nouvelles lois qui arriveraient aux États-Unis ou autres. Vous avez mentionné justement ces intermédiaires, les CGP, conseillers en gestion de patrimoine, dont le rôle est effectivement d'accompagner sur tout type de placement ou d'investissement. Comment intégrer ce sujet crypto-monnaie ou crypto-actif dans une stratégie quand on se place du point de vue de la banque de l'UBAC ? C'est très important pour eux parce que tout comme nous, en fait, ils ont quasiment tous les jours cette question: que me proposes-tu pour que je puisse investir dans les crypto-monnaies, dans les crypto-actifs? La problématique qu'ils ont, c'est qu'ils mettent leur réputation en jeu, évidemment, tout comme les banques de l'UBAC. Ils ne peuvent pas se permettre de vendre une solution qui n'a pas les codes de la finance traditionnelle, qui ne rassurera pas le client jusqu'au bout. D'accord. Il y a plein de problèmes liés à ça, hein, ne serait-ce que l'héritage. Qu'est-ce qui se passe si j'ai moi-même mon portefeuille et qu'un jour il m'arrive quelque chose? L'argent disparaît. Bien sûr. Et en fait, ils veulent proposer quelque chose avec les bons codes à leurs clients qui les rassurent et qui, eux, les rassurent parce que leur réputation est quand même en jeu et c'est important que ce soit en ligne avec les codes qu'ils ont l'habitude de pratiquer. Ça veut dire quoi, si on prend cet exemple concret? Ça veut dire qu'en matière de conservation, lorsque l'on fait appel à une banque, effectivement comme de l'UBAC, on a des cryptos conservés dans les coffres-forts de la banque. Enfin, c'est des coffres-forts numériques, mais... C'est exactement ça. C'est la promesse de Banque de l'UBAC, c'est que chaque client aura son propre portefeuille avec sa propre clé. D'accord. Et ils seront conservés en France dans des coffres-forts numériques dont la sécurité est assurée par Banque de l'UBAC, à la différence de s'ils étaient sur un exchange quelque part ou sur un portefeuille sur la blockchain. Et c'est cette promesse de valeur qui fait qu'on a autant de clients qui viennent voir de l'UBAC, ne serait-ce que pour conserver des bitcoins qu'ils avaient déjà achetés auparavant. D'accord, et qui transfèrent ensuite sur une banque, au sein d'une banque française. Et ça permet, si jamais on a le cas d'un héritage, par exemple, de pouvoir identifier comme faisant partie du patrimoine de la personne et transmis du coup. Voilà, et ça permet aussi à nos responsables de la banque privée, par exemple, de pouvoir allouer une partie du portefeuille du client en recherche de rendement ou de diversification à ces cryptoactifs qui seront détenus au même endroit que le reste de ces comptes, qu'ils soient PEA, compte titre, assurance. Une question un peu plus globale, parce que effectivement, donc la stratégie de la banque de l'UBAC est d'aller effectivement sur les cryptos. Vous échangez avec un certain nombre de personnes souhaitant aller vers les crypto-monnaies, donc ouvrant un compte au sein de la banque de l'UBAC. De manière plus générale, vous voyez quand même un mouvement haussier sur la volonté d'aller en crypto-monnaie, ou ça reste finalement les mêmes qu'il y a quelques années qui changent simplement de solution d'investissement? Et les CGP, qu'est-ce qu'ils vous disent quand vous discutez avec eux? Eux, comme nous, en fait, sont convaincus avec des faits, en fait, qu'il y a de plus en plus d'intérêt, mais c'est plus les mêmes personnes. Au début, on avait ce qu'on appelait les maximalistes de la blockchain. Et je vous rappelle quand même que la blockchain, initialement, c'était à bas les banques, finalement. Oui, bien sûr. La décentralisation, etc. Alors que maintenant, on a beaucoup plus de personnes qui viennent nous voir, mais parce qu'ils ont aussi envie, par exemple, d'acheter un bitcoin pour le léguer à leurs enfants. D'accord. Et donc, ça fait partie maintenant d'une stratégie patrimoniale. Et donc d'une stratégie de diversification même. Exactement. D'accord. Donc on a eu l'essor du private equity avec la problématique du yield de ces dernières années. Là maintenant, la recherche de diversification passe aussi par ces nouveaux actifs qui sont partie intégrante et qui, je le rappelle, maintenant il y a plus de Français qui investissent dans les cryptos en direct que dans des actions en direct. Quand on parle de pont entre finances traditionnelles et cryptoactifs, il y a effectivement donc la détention au sein d'une banque française, puis il y a aussi ce dont on a beaucoup parlé en début d'année et qui a contribué d'ailleurs à faire grimper le cours de Bitcoin, c'est la création d'ETF crypto, enfin Bitcoin, puis ensuite lié à d'autres cryptos. C'est aussi une autre manière de créer un pont entre crypto et finances traditionnelles. Exactement, et ce serait très honnêtement le pont qui créerait plus d'adoption. Mais en fait, ici, on parle d'une exposition à un cryptoactif dans un ETF, en fait, dans un outil traditionnel que les gens ont l'habitude d'acheter. Alors pour le moment, c'est pas possible en Europe. Malheureusement, on s'est fait devancer par les États-Unis sur ce sujet-là. J'ai bon espoir qu'avec MiCA, le cadre réglementaire et cette volonté un petit peu européenne d'avancer, on puisse enfin créer ce type de produit. Il y a déjà des produits qui existent, des ETP, des notes collatéralisées, etc., qui permettent d'accéder, mais ce n'est pas exactement le même code que ceux auxquels les gens sont habitués. Merci beaucoup Paul Bureau de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur de l'offre actifs numériques au sein de la banque de l'UBAC et compagnie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine.
Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la stratégie que vous pouvez encore mettre en place d'ici la fin de l'année vis-à-vis de vos versements sur un PER, un plan épargne retraite. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Guillaume Berthiaud nous accompagne tout d'abord. Bonjour Guillaume Berthiaud. Bonjour messieurs. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes président de Sofidy Gestion Privée et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Christophe Olivier. Bonjour Christophe Olivier. Bonjour messieurs. Vous êtes directeur général de MyPension Expert. On va peut-être commencer avec vous, Christophe Olivier, expert du PER, du plan épargne retraite. Quand on est à mi-décembre 2024, est-ce qu'il est trop tard pour réaliser des versements sur un plan d'épargne retraite ? Absolument pas. Absolument pas. Alors, ça peut dépendre de l'assureur avec lequel vous avez votre plan d'épargne retraite. Si vous êtes sur un plan d'épargne retraite digital avec des process digitaux, numériques, électroniques, c'est quasiment jusqu'à la dernière minute que vous pouvez faire un versement. Si vous êtes sur des process encore papier, il est probable que votre assureur va vous demander de remplir les papiers au moins une semaine avant la fin d'année. Donc il faut un tout petit peu anticiper, même si ça reste quand même un des moyens de défiscaliser jusqu'à la fin de l'année. De toute manière, il faut toujours anticiper dans la vie, c'est toujours utile. Donc le mieux d'ailleurs, c'est d'anticiper dès le début d'année et de faire des versements réguliers. Mais forcément, à la fin de l'année, se pose la question de quel versement pour terminer l'année calendaire, puisque du point de vue de la fiscalité, on va se retrouver avec un plafond qui est lié à l'année calendaire. D'accord. Et donc, c'est le moment de se poser la question, est-ce que j'utilise mes plafonds de l'année, des années antérieures ? C'est la stratégie à mettre en place. Quand vous dites est-ce que j'utilise mes plafonds de l'année ou de l'année antérieure, c'est-à-dire qu'on a le choix entre différents plafonds quand on fait ces versements ? Non. Alors, il faut différencier déjà les travailleurs non salariés des salariés. D'accord. Travailleurs non salariés... Si on reste sur le PER individuel. PER individuel pour les deux. Oui. Les deux sont des PER individuels, mais le travailleur non salarié, parce qu'il cotise moins sur sa retraite classique, a un plafond qui est plus important que celui du travailleur salarié. C'est-à-dire qu'au-delà des 10% du revenu, il a un deuxième plafond qui est de 15% de la fraction de son revenu, entre 8 plafonds de la sécurité sociale et un plafond de la sécurité sociale, ce qui permet de faire des versements beaucoup plus importants. Le maximum pour un travailleur non salarié qui verserait via son entreprise sur son PER individuel, c'est de l'ordre de 85 000 euros pour quelqu'un qui gagnerait de l'ordre de 290 000 euros. D'accord. Donc ça peut être très important. En revanche, sur un salarié, c'est 10%, et donc là, on est dans la limite de 8 passes, donc c'est des maximums de 30 000 euros par an. Guillaume Berthiaud, vous vouliez compléter sur le sujet des plafonds ? Non, mais j'ajouterais qu'en plus, on ne se base pas sur les mêmes revenus selon qu'on soit travailleur non salarié ou salarié. Le salarié, c'est par rapport au revenu N-1 pour calculer le plafond. D'accord. Ouais. Donc année 2023 pour versement 2024. Absolument. Alors que le travailleur non salarié, lui, c'est par rapport à ses revenus de l'année en cours. C'est pour ça que souvent, on en a quand même pas mal de clients, notamment par exemple des médecins, qui attendent un peu le dernier moment parce qu'ils veulent avoir de la visibilité sur combien de revenus ils ont perçus sur l'année. Donc on est un peu dans le money time. Moi je suis tout à fait d'accord pour ne pas attendre le dernier moment, bien entendu, essayer d'anticiper. Et attention à ne pas se faire coincer par les délais des assureurs, parce que papier, c'est même parfois, quand on fait un bulletin de versement, qu'on veut souscrire un PER en version non digitale, c'est 15 jours, 3 semaines avant la fin de l'année qu'il faut s'y prendre. Donc, oui, parce qu'après il y a les vacances scolaires, Noël, et donc globalement ça ralentit d'autant, si je comprends bien. Ça ralentit tout. En matière de plafond, est-ce que on parle effectivement ensuite de réduction fiscale, est-ce qu'il faut prendre en compte par exemple les revenus du conjoint, Guillaume Berthiaud, ou les plafonds potentiels auxquels le conjoint aurait le droit aussi si jamais il ou elle a aussi ouvert un PER ? Absolument. Alors ça, c'est un élément très important à rappeler. On peut, lorsqu'on est pacsé ou marié, mutualiser ses plafonds avec ceux du conjoint. D'accord. Donc, si on a tous les deux ouvert 2 PER individuels ? Non, pas nécessairement. Si j'ai mon propre PER et que mon conjoint n'a pas son PER, je peux utiliser ces plafonds pour verser sur mon PER. Et ça, c'est intéressant. Il ne faut pas oublier de cocher ensuite la bonne case lorsqu'on fait sa déclaration d'impôt. C'est la case 6QW.
si je ne me trompe pas. Donc ne pas Bravo, oublier de tête. à cocher, pas vraiment. Donc ne pas, voilà, c'est un élément important. On peut du coup augmenter son versement en utilisant cette méthode de la mutualisation. Et j'aimerais rappeler une deuxième chose, si on souhaite optimiser son versement, il ne faut pas oublier qu'on peut venir récupérer les 3 dernières années de plafond, et que pour ne pas perdre la 3e année, donc il faut verser de quoi consommer le plafond de l'année qu'on peut utiliser sur 2024, D'accord. Pour pouvoir aller ensuite chercher celui de l'année de -3. Donc il faut aller au maximum du plafond qu'on peut utiliser en 2024 pour ensuite aller potentiellement chercher les plafonds qu'on n'aurait pas utilisés les années précédentes. Ça, c'est possible. D'accord. Absolument. Absolument. Une question... C'est là que intervient toute la stratégie. Résultat, alors, pour les travailleurs non salariés, on revient de tout à l'heure, il y a encore une autre subtilité, c'est qu'il peut verser à titre professionnel et à titre personnel. D'accord. Et à titre personnel, il peut aller chercher des plafonds non utilisés des 3 années antérieures, ce qu'il ne peut pas faire à titre professionnel. Et là, on rentre dans des cas complexes où il faut vraiment aller voir un spécialiste et faire ces simulations avec un spécialiste pour optimiser l'utilisation de ces plafonds. Ça veut dire que le travailleur non salarié a 2 PER ou simplement il Non. verse depuis 2 comptes différents, le compte de son entreprise et son compte individuel? La deuxième, absolument. Il verse soit d'un compte, soit de l'autre compte sur le même plan d'épargne retraite. Guillaume Berthiaud, une question sur... alors, piège, je ne sais pas, c'est une question qu'on pose souvent en ce moment, c'est dans un contexte d'instabilité politique tel qu'on le connaît aujourd'hui, ce qui n'est pas ce qui nous intéresse dans cette émission, mais ce qui nous intéresse, c'est les incidences fiscales à venir ou non d'ailleurs dans les prochains mois. Dans quoi est-ce qu'on investit une fois qu'on a décidé de faire des versements sur son PER, et est-ce que faire des versements sur son PER, alors sachant que même s'il y a des cas de déblocage anticipés, ça restera de l'argent bloqué pour le long terme, est-ce que c'est la meilleure stratégie dans un moment aussi incertain que celui qu'on connaît actuellement ? Oui, moi je suis convaincu que le PER a toute sa place dans la stratégie patrimoniale et prend de plus en plus de place même. J'encourage tout le monde à avoir un PER aujourd'hui pour tous les sujets qu'on connaît sur les incertitudes liées à ce qu'on va percevoir à la retraite. Donc c'est important de développer sa retraite par capitalisation. Ensuite, une fois qu'on ouvre son PER, ce qui est bien, c'est que c'est un produit où on va pouvoir effectivement préparer sa retraite en baissant ses impôts et en maîtrisant aussi le niveau de risque. Une fois qu'on investit dans son PER, on peut choisir parmi plein de supports. Il y a du fonds en euros pour les plus prudents. Il y a des fonds actions, maintenant des fonds non cotés, des titres vifs qui se sont largement démocratisés ces dernières années. Donc la bonne réponse, c'est faites attention à votre profil d'investisseur. D'accord. Voilà, c'est important de se connaître. Si on est prêt à prendre du risque ou pas. Et ensuite, regardez son horizon de placement. Si je suis en train de verser à 2 ou 3 années de la retraite, il vaut mieux jouer la prudence, éviter la volatilité. Effectivement, il y a de l'incertitude, mais l'incertitude, elle est sur les marchés notamment, elle est gommée par l'horizon de placement en très grande majorité. Donc, j'aurais tendance à dire, si vous êtes jeune et que vous aimez un peu le risque, n'hésitez pas, sur le PER en tout cas, c'est vraiment le produit qui s'y prête parce qu'on a énormément d'horizons de placement devant soi. Donc d'accord. Sur des produits quand vous dites risqués. Si vous aimez le risque, c'est au sein d'un PER, autorisez-vous à aller sur des actifs un peu plus risqués. Ce n'est pas le PER en soi qui présente un risque, c'est les choix d'investissement ensuite au sein du PER. Absolument. Moi, je serais même un petit peu plus offensif sur cette question-là. C'est que il faut bien avoir en tête, et nous, on fait beaucoup de pédagogie vis-à-vis justement des jeunes. Les jeunes, il faut comprendre que si on investit sur le marché action pour 1 an, on peut perdre 30% et on peut gagner 40%. Donc ça fait peur. Mais quand on est là pour 20 ans, en réalité, le risque de perdre de l'argent sur les marchés actions sur 20 ans, il est quasi nul et on se rapproche nécessairement de la performance de long terme des actions qui est attractive. Donc moi, j'irais plus loin. Ce serait dommage de ne pas être offensif si on est jeune et qu'on a un PER. Même dans un... Je reviens sur ma question. Dans une situation politique et donc potentiellement fiscale un peu plus incertaine aujourd'hui. Non, mais je pose la question parce qu'on a entendu beaucoup de choses. On a entendu que les marchés financiers allaient s'envoler. On s'attend à ce que la fiscalité sur l'immobilier vienne s'accroisse. Est-ce que ça peut remettre en cause des stratégies d'investissement ? Si on diversifie son allocation, qu'on verse régulièrement le PER, en plus on a la chance d'avoir un produit, on peut verser, donc l'idéal c'est tous les mois, voilà, et puis quitte en fin d'année à ajuster en fonction de ses plafonds, notamment pour les travailleurs non salariés. Mais en général, quand on a un PER, on va l'alimenter chaque année, donc on va opérer un mécanisme de lissage qui vient encore prémunir cette volatilité. Donc attention, on est certes dans une période d'incertitude, mais qui reste
court terme, je l'espère du moins, au regard de l'horizon de placement qu'on a sur un. D'accord, il ne faut pas tout confondre. PER. Voilà. Et j'ajouterai une deuxième chose, c'est qu'on peut non seulement faire des actions, non seulement faire du non-coté, des titres vifs du fonds en euros, on peut aussi faire de l'immobilier au sein d'un PER, sous forme de SCPI par exemple. Et là, je rappelle que depuis 2023, avec la réponse ministérielle Malhuret, les fonds immobiliers dans un PER ne sont pas soumis à l'IFI. C'est quand même une des rares méthodes qui permet de ne pas rentrer dans cette base imposable, sauf, attention, en cas de déblocage anticipé. Donc la règle est comme d'habitude un peu complexe, pourquoi se priver, mais si un cas de déblocage anticipé survient sur votre PER, donc je rappelle par exemple l'achat de la résidence principale ou des cas un peu plus négatifs, bien sûr. Dans ce cas-là, le contrat deviendrait imposable pour la fraction représentant des unités de compte immobilières à l'IFI pendant une période de 2 ans. Voilà. Alors, il me semble qu'il faut faire aussi attention, si on a atteint l'âge de la retraite, alors le contrat est réputé comme pouvant être liquidé, et donc ça redevient imposable, même si on ne le liquide pas. Donc, exactement. Attention au moment où on arrive proche de l'âge de la retraite. Il faut effectivement accorder une attention toute particulière à son contrat lorsque l'on arrive proche de la retraite. Peut-être un mot quand même. Alors, si j'ai bien compris ce que vous nous avez dit, lorsque l'on est travailleur non salarié, mieux vaut se faire accompagner, si je comprends bien, parce que là, il y a des stratégies un peu plus complexes que l'on peut mettre en œuvre pour bénéficier justement des différents avantages du PER. Christophe Olivier ? Tout à fait. C'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Le travailleur non salarié va avoir un plafond important pour l'année en cours via ce qu'on appelle l'article 154 bis. C'est l'ancienne loi, c'est les anciens contrats Madelin. D'accord. Mais au-delà de ça, il se peut que s'il ne les a pas utilisés les années antérieures, il ait conservé des droits à plafond à titre personnel. Donc cette fois-ci, ça va être l'article 1063 et il va pouvoir les utiliser, mais uniquement à titre personnel. Et donc il va être une balance entre le versement à titre professionnel plus le versement à titre personnel. Il faut faire attention, bien le documenter vis-à-vis de l'assureur aussi, puisque ça va aller désormais sur le même plan d'épargne retraite, puisqu'on a fusionné les anciens PERP et les anciens Madelin dans ce formidable nouveau plan d'épargne retraite individuel. Et ce, quel que soit le statut du travailleur non salarié, quelle que soit la forme juridique Alors les travailleurs non salariés, c'est aussi bien les gens qui sont des libéraux, qui ont des bénéfices non commerciaux ou industriels et commerciaux, que des gérants majoritaires de SARL, donc article 62. Oui. Guillaume Berthiaud, pour finir, vous voyez beaucoup de gens qui vous appellent en ce moment pour dire bon bah qu'est-ce que je fais ? Est-ce que maintenant je fais des investissements sur mon PER, notamment des travailleurs non salariés, des médecins, des avocats qui ont un petit peu plus de visibilité sur leur année ? Oui, c'est vraiment la période. Alors on essaie d'anticiper pour ne pas se laisser surprendre, parce que nous aussi on doit contacter les clients, les conseiller, les accompagner. Tous les calculs un peu complexes sur les travailleurs non salariés, tout ça s'anticipe. Mais oui, on est en plein dans le moment du PER. Et donc voilà, j'encourage tout le monde à y songer et à se faire conseiller surtout, c'est extrêmement important. Merci beaucoup messieurs de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle Guillaume Berthiaud que vous êtes président de Sofidy Gestion Privée, Christophe Olivier, vous êtes directeur général de MyPension Expert. Merci à tous les deux. Et Merci. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert. Et nous finissons cette émission avec l'œil de l'expert, un œil de l'expert consacré à l'assurance vie luxembourgeoise et à comprendre les différents avantages de ce type de produit. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Maxime Lartigou. Bonjour Maxime Lartigou. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Alors, c'est intéressant, depuis 6 mois, j'ai l'impression que l'assurance vie luxembourgeoise est un sujet qui revient pas mal sur le devant de la scène quand même. Exactement. C'est vrai qu'on a énormément de demandes depuis juin, bizarrement. Depuis la dissolution. Ouais. Exactement. Initialement, c'était plutôt réservé à une clientèle à portée internationale ou à des fortunes quand même assez conséquentes. Et avec la protection des actifs qu'on peut retrouver au Luxembourg, maintenant on a énormément de questions. Pour vous donner un chiffre qui est interne, on n'a pas de chiffres nationaux, mais un chiffre en interne, on a 30% de notre portefeuille qui est parti au Luxembourg chez Novalia Patrimoine. C'est énorme. Ah oui, d'accord. Donc en termes de volume, pas de clients. Non, en termes de volume, d'accord. Oui, non, mais donc ça montre quand même qu'il y a des vrais questionnements aujourd'hui vis-à-vis de ceux qui cherchent à placer leur argent. Alors, peut-être qu'on peut rappeler ce mécanisme de protection du capital qui diffère par rapport à l'assurance vie française. Ah complètement, oui. C'est, si vous voulez, vous avez un mécanisme qui est unique en Europe, on peut le dire, avec un triangle de protection. Donc, vos fonds sont versés dans une banque dépositaire qui est indépendante
de l'assureur. D'accord. Vous avez une séparation qui est physique et légale, hein, si je puis dire, entre la banque dépositaire et l'assureur, tout ça sous le contrôle du commissariat aux assurances, ce qui forme ce fameux triangle de sécurité. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle un super privilège. Alors le super privilège, c'est simplement que vous êtes créancier de premier rang en cas de faillite de l'assureur, avant même le fisc luxembourgeois. Et ça veut dire que c'est quoi? C'est garanti par l'État, quelque part, par l'État luxembourgeois? Exactement, ça veut dire que déjà il y a une séparation, donc si l'assureur fait faillite, vous récupérez vos fonds, et au-delà de ça, vous êtes créancier de premier rang, quoi. Donc c'est ce qui est très différent par rapport à la France. Ouais. Quand on parle d'assurance vie luxembourgeoise, on parle beaucoup aussi de cette capacité plus grande qu'on a à investir, de la multitude des supports qui sont ouverts aux investisseurs. C'est aussi pour ça qu'on y va sur l'assurance vie luxembourgeoise? Tout à fait. C'est vrai que c'est un véritable couteau suisse, excusez-moi du terme, mais vous avez une liberté de gestion qui est exceptionnelle. Alors il y a la gestion qu'on appelle collective. Là, c'est très similaire à la gestion française. Vous avez un univers de placement avec des fonds, vous piochez dedans, vous faites votre allocation d'actifs. Mais vous avez ce qu'on appelle la gestion individuelle. Alors là, c'est à travers les fonds d'épargne, enfin les fonds d'assurance spécialisés, les fonds internes dédiés. Et là, c'est un véritable fonds sur mesure, si vous voulez, que vous mettez sur votre contrat d'assurance vie, un peu à la manière d'un compte titre. Et il n'y a plus aucune restriction d'univers de placement. Vous pouvez aller sur des actions, de la dette privée, des ETF, des fonds institutionnels, des parts institutionnelles de fonds également, produits structurés, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Et au-delà de ça, vous avez un contrat qui va être multidevise. D'accord. Et donc là, ça permet aussi d'élargir encore le champ d'investissement. Est-ce qu'il y a une grande différence encore qu'on n'aurait pas évoquée? Il y a effectivement ce sujet protection de capital, cette ouverture effectivement à un certain nombre de supports. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui différencient d'une assurance vie française d'une assurance vie luxembourgeoise? Oui, je dirais que ça se cristallise autour de 3 points. Évidemment, la protection, la loi Sapin 2, qui ne s'applique pas également au Luxembourg. Vous avez également la portabilité fiscale. C'est-à-dire qu'au Luxembourg, si vous n'êtes pas résident fiscal luxembourgeois, la fiscalité sera neutre. Ça prendra la fiscalité de votre pays de résidence. D'accord. Vous êtes résident fiscal français, la fiscalité française s'applique. Si demain vous partez dans un pays étranger, vous avez la fiscalité du pays. D'accord. Contrairement à l'assurance vie française. Ce qui peut avoir un intérêt pour les expatriés. Exactement. Très important même. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir en tête? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde, l'assurance vie luxembourgeoise? Alors déjà, il y a un ticket d'entrée minimum qui est en général de 250 000 €, qui peut être un petit peu élevé. C'est un produit qui est tout de même, il faut le reconnaître, assez complexe. Donc il faut être accompagné par un conseiller en investissement financier. Et vous avez des frais qui peuvent parfois être un petit peu illisibles, parce qu'il y a 3 strates de frais de gestion notamment, frais de gestion du gestionnaire, classique comme en France, les frais de la banque dépositaire et les frais du gestionnaire. Il faut rémunérer le triangle de sécurité. Exactement, donc il faut faire attention. Des fois, évidemment, cumuler c'est moins élevé qu'en France, mais des fois ça peut aller du simple au triple, ça peut être beaucoup plus élevé également. Donc il faut faire attention à ça lorsque l'on regarde l'assurance vie luxembourgeoise. Merci beaucoup Maxime. Merci Nicolas. De nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes directeur associé chez Novalia Patrimoine. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Be Smart for Change.